Bonjour à tous. Vous le savez, l'épidémie du Covid-19, situation forcément désagréable, nous impacte tous. Elle nous touche tous, quel que soit notre sexe, notre profession, notre âge ou nos compétences. À la demande de certains professionnels, et devant les effets que provoque cette épidémie sur nos pratiques et nos réflexions, nous souhaitons rappeler ici, humblement, que l'issue de cette épreuve passera par l'attention portée à ce qui nous rassemble tous. Si nous sommes tous touchés par ce phénomène, chacun à sa façon, nous avons tous également des leviers d'action individuellement et collectivement. Avoir conscience des effets qu'elle amplifie sur notre état d'esprit, sur nos émotions et sur nos attitudes, c'est déjà une première étape pour mieux retrouver notre pouvoir personnel sur notre état interne et nos choix d'action. L'annonce de cette épidémie et des dommages qu'elle cause, jour après jour, a été un choc pour nous tous. D'autant plus devant les conséquences sur notre vie. Le confinement, la restriction des libertés, la peur de la contagion et bien d'autres. Et quel que soit finalement le modèle qui peut vous aider à penser cette crise, que ce soit le modèle du traumatisme, le modèle de la détresse spirituelle, où le sens qu'on met sur la vie est un petit peu modifié, ou encore le modèle psychiatrique avec les troubles anxieux et la dépression, eh bien quel que soit ce modèle, on pourrait d'une certaine façon résumer à deux expressions les effets que cette crise engendre sur notre psychisme. Il y a ceux qui ne tiennent pas en place, pour le dire simplement, et ceux qui restent sur place. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ça ? Eh bien, on va pouvoir ressentir chez certains de la frustration, de la colère devant toutes les contraintes, les limitations temporaires, mais qui durent, qui nous font un petit peu râler, avoir du mal à trouver certaines choses dont on a besoin. On a envie de bouger dans tous les sens, on a envie de faire quelque chose pour gérer cette crise, de maîtriser ce qui par définition pour l'instant n'est pas maîtrisable, obtenir des certitudes que ça va aller et essayer de tout faire justement pour savoir d'où va venir le danger et enrayer le danger en nettoyant partout, en contrôlant tout ce qu'on fait, en essayant d'avoir une sécurité maximale. Et pour certains, on peut également culpabiliser justement quand on est notamment confiné chez soi, de ne pas pouvoir aider plus, faire plus, de contaminer certaines personnes de notre entourage. Toutes ces choses qui du coup nous mettent dans un état d'inconfort et qu'on essaye de gérer en faisant énormément de choses. Mais à part cette attitude, on peut également en adopter une autre, alternativement, avant ou après, peu importe, qui est le « je reste sur place ». Je reste sur place peut faire référence à de la sidération. Je n'arrive plus à penser. Je ne comprends plus ce qui se dit, ce qui se fait. Je reste sur place peut faire référence également au besoin de s'anesthésier, de diminuer l'intensité des émotions que l'on ressent. Certains auront recours à l'alcool, certains auront recours aux drogues. Je reste sur place peut faire référence au sentiment d'ennui, à un négativisme, à de la vanité. Tout ce que je fais ne sert à rien. Au fait d'avoir une vision du monde cynique et apocalyptique. Nous pouvons présenter également des signes de détresse. Je me sens seul, je me sens désespéré, je n'ai plus d'appétit, je ne parviens plus à trouver le sommeil. J'ai perdu mes centres d'intérêt. Je reste sur place peut faire référence également au stress, à l'inquiétude. J'ai peur de mourir, j'ai peur de l'avenir, du lendemain. Mon imaginaire déborde et met en scène des scénarios catastrophes. Il peut également exister des résurgences de souvenirs angoissants qui peuvent être envahissants, envahir la qualité de mes nuits à travers des cauchemars. Je reste sur place peut faire référence à un sentiment d'étrangeté. Ce n'est pas à moi que ça arrive, c'est irréel. Donc, vous l'avez compris, le contexte actuel suscite chez tous des modifications des émotions, des pensées, de notre comportement,
qui peuvent être adaptés à la situation de restriction. Aujourd'hui, de nombreux auteurs s'accordent à évaluer l'impact émotionnel selon un continuum qui ressemblerait à cette échelle. Ici, il est présenté selon l'axe de la tristesse, mais on aurait pu également le penser pour d'autres émotions comme l'anxiété. Aussi, chacun va osciller entre une dépressivité normale, peu intense, transitoire, réactionnelle, mais peut également glisser vers une évolution pathologique qui impliquerait une plainte immuable, stéréotypée, répétitive, qui dure dans le temps et ne se limite pas à une réaction à une situation douloureuse, qui est intense, qui nous envahit et qui a une répercussion sur notre façon d'être, notre fonctionnement quotidien. De plus, dans la dépressivité, il n'y a pas d'idée de culpabilité, il n'y a pas d'idée de ruine, ni de vision pessimiste pathologique qui se détache de notre esprit critique. Aussi, rapprochez-vous des professionnels de votre équipe pour évaluer l'équilibre psycho-affectif si vous en ressentez le besoin. Donc face à cette situation tout à fait inédite, vous allez rencontrer d'autres situations elles aussi inédites, qui vont soulever des questions d'ordre éthique. Et ce qu'on est amené à faire, ne serait-ce qu'avec le confinement, va nécessairement avoir un impact négatif qu'on ne pourra pas éviter, mais qu'on pourra tenter de limiter, ou en tous les cas de réfléchir, pour tendre vers une sagesse de l'action, une action qui reste humaine et adaptée pour le bien de tout le monde. Finalement, l'important ici, c'est peut-être d'avoir des repères de compréhension pour que vous puissiez par la suite chacun trouver des réponses adaptées au cas par cas à chaque situation qui se présentera. C'est pour ça qu'il est important que vous puissiez réfléchir ces situations de façon collégiale et pluridisciplinaire pour élaborer ensemble une façon consensuelle de répondre de la façon la plus adéquate à un instant donné en fonction des moyens et des ressources qui sont à votre disposition. Et face finalement à une sorte d'injonction de perfection qu'on peut ressentir actuellement, à faire tous ces gestes barrières tout le temps, parfaitement, à absolument faire tout ce qui est possible pour que ça ne rentre pas, pour que ça ne se répande pas, et qui peut susciter certains sentiments de culpabilité ou d'anxiété, parce que j'ai oublié peut-être de faire quelque chose, parce que je n'ai peut-être pas tout fait. Eh bien, essayons plutôt de viser ce qui est possible de faire, ce qui est réaliste de faire, pour trouver finalement le meilleur compromis entre ce petit triptyque, qui est ce qui est bien de faire au regard de la morale, ce qui est autorisé de faire par la loi, et enfin ce qui est juste, en fonction de mes valeurs, de ma déontologie ou tout autre repère de cet ordre-là. Essayons également de concentrer ce que nous faisons sur ce que nous pouvons réellement maîtriser, là où nous pouvons réellement avoir du contrôle, pour à la fois alimenter notre sentiment d'auto-efficacité personnelle et renouer avec des choses plus positives. Je peux contrôler le maintien des liens avec les familles, ou les paroles que j'emploie, ou le geste que j'effectue. Ça, c'est de l'ordre de mon contrôle personnel. Tout en m'accordant le droit à l'erreur, en étant tolérant. Parce que le propre d'un idéal, c'est d'être inatteignable. C'est simplement de guider mon action dans un sens particulier. Alors, de la même façon que de nombreux auteurs et, on va dire, personnes dans la sagesse populaire disent qu'il y a toujours de la vie tant qu'il y a de l'espoir, ou inversement, eh bien, toutes les actions que vous mettez en œuvre, du moment qu'elles pourront soutenir une sorte d'espoir, l'idée finalement que la vie vaut la peine d'être vécue ou que j'ai une bonne raison de me lever le matin, eh bien tout cela va pouvoir préserver l'envie de vivre de tout le monde et donc l'humeur.
Du coup, chaque action soignante, quelle qu'elle soit, même perfectible, du moment qu'elle porte l'idée qu'en dépit du contexte, il y a des choses qui nous montrent que la vie est belle et qu'on peut en espérer quelque chose de positif, va protéger tout à chacun de la bascule de ses ressentis dans le pathologique. C'est ce que vous faites au quotidien, de façon pertinente et adaptée. Il s'agit juste de continuer et de l'amplifier. Nous pouvons être à l'écoute de l'autre, accueillir sa parole et sa plainte, sans jugement, avec bienveillance et empathie, en reconnaissant les préoccupations d'autrui, en le rassurant, en n'oubliant pas que nous sommes tous non tout-puissants, mais également vulnérables. Vous pouvez continuer de communiquer auprès de tout le monde sur le pourquoi du confinement, sur la façon de limiter les risques, sur les informations justement que vous venez de recevoir pour qu'elles soient les plus claires, les plus fluides, les plus synthétiques. Adaptées également à tout le monde, aux personnes âgées également qui peuvent avoir des troubles cognitifs. Donc important également de répéter ces informations autant de fois que nécessaire et de faire preuve de respect et de patience. C'est permettre à chacun de garder le lien avec les proches. La capacité à communiquer avec sa famille et autres proches est essentielle. Rester en contact régulier avec eux. Aider les familles à rester en contact à travers différents moyens. Le téléphone, la visioconférence, les mails. Osez imaginer des choses que jusque-là vous ne faisiez pas ou peu. Les animations couloirs, le numérique. Faites confiance à votre créativité. Certains ont mis en place le loto dans les couloirs, d'autres étaient déjà fans des goûters festifs. Certains aimaient les petits quiz par exemple. Qu'est-ce que vous ferez, la première chose que vous ferez à la fin du confinement? Imaginez justement des créations qui soient à la fois collectives et individuelles, comme des dessins patchwork, ou chanter, faites comme les Italiens. Montrez que vous êtes encore en vie et que les autres sont également en vie en chantant des choses qui vous passent par la tête. C'est également soutenir la spiritualité de chacun, au sens laïque du terme, c'est-à-dire ce qui donne du sens à ma vie et me permet de me sentir connecté à moi-même, aux autres, mais également à la nature. C'est renouer avec la force de la prière au sens de demander quelque chose qu'on espère et être reconnaissant de ce qu'on a, tout en s'appuyant sur des habitudes familières des personnes âgées, religieuses ou non. Donc vous pouvez aider à cette mise en forme de sa prière personnelle, du pourquoi je suis content aujourd'hui, au visionnage de la messe, ou encore à la contemplation d'un paysage. Certains ont pu entendre parler de recadrage cognitif. Eh bien, aujourd'hui plus que jamais, il peut être important de prendre conscience que les pensées que j'ai et que je cultive ont un impact sur mon état émotionnel. Si je ressasse du négatif, eh bien, il y a de fortes chances que mon humeur plonge un peu. Alors, vous pouvez essayer de soutenir une culture de la pensée positive d'une certaine façon, à la fois pour renforcer un état émotionnel positif, mais également pour permettre une diversion aux pensées anxieuses et négatives. Ça peut passer par limiter le visionnage des informations sur l'épidémie. Ça peut être aussi interpréter un fait différemment quand quelqu'un vous annonce quelque chose de négatif, ou ça peut être tout simplement de faire des blagues et de donner des occasions de rire. Face à l'anxiété ressentie, toute proposition de relaxation, par le biais de la sophrologie, du toucher-massage, sera bienvenue. L'apaisement physiologique entraîne l'apaisement psychique et inversement. Vous savez probablement comment vous détendre. Faites-vous confiance et utilisez les stratégies qui ont fonctionné dans le passé. Dans ce temps également où tout change très vite, tout le temps, vous le savez, on reçoit beaucoup d'informations qui évoluent très très vite, eh bien il est important de pouvoir garder ou instaurer des petits actes qui vont porter justement une permanence, des routines, quelque chose où on peut se dire ça je peux compter dessus, ça va rester pareil. Vous pouvez également agir comme si quelqu'un à qui vous tenez vous regardait. Qu'est-ce qu'il souhaiterait que je fasse? Comment souhaiterait-il que je réagisse?
fils. En conséquence, afin de ne pas le décevoir. Donc finalement, vous l'aurez compris, quelles que soient les actions que vous mettez en place et que vous créez, l'idée c'est d'offrir des opportunités à chacun, de se sentir en sécurité, d'apprendre ou de réapprendre à s'apaiser et de viser le réaliste et le possible en s'accordant le droit à l'erreur. Car de la même façon que la douleur fait partie de la vie, l'erreur fait partie de l'apprentissage. On tombe avant d'apprendre à marcher, mais on persévère et finalement on en ressort grandi, avec un sentiment d'efficacité personnelle renforcé. Donc sans surprise, je pense, la chose la plus importante à se rappeler, c'est que tant que quelqu'un va me renvoyer qu'il m'aime et qu'il y a de l'espoir, alors je garderai une envie de vivre de qualité. Donc continuez ainsi, à maintenir les liens sociaux, à suivre votre intuition, car vous avez une connaissance de ces personnes qui vous soutient dans les choix d'action les plus adaptés à faire pour chacun. Et histoire de mettre en pratique ce que nous prêchons, on a envie de terminer sur une note positive. Alors, soyons reconnaissants à ce printemps placé sous le signe de la solidarité. Voyez cela un peu comme une randonnée qu'on fait tous ensemble. Il y a des sommets qu'on pense inatteignables, des précipices qui donnent le vertige, mais la force de la cordée, c'est qu'elle est forte de chacun de ses membres et qu'elle se concentre sur faire un pas après l'autre, sur la beauté de la nature qui fleurit et qui porte en elle toutes les promesses de ce printemps si particulier. Alors tout simplement merci. Merci à vous tous et continuez de laisser votre créativité s'exprimer.